Dans ce chapitre 2, nous allons parler de la conversion analogique numérique. Dans la première partie, nous avons vu les entrées-sorties tout ou rien qui permettent de communiquer avec des 0 et des 1 entre le microcontrôleur et le monde extérieur. Mais il est parfois nécessaire de faire des mesures qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas sous forme binaire, 0 ou 1, et qui sont sous forme de grandeur analogique. Par exemple, si on veut mesurer une température, la température va être comprise entre 20 et 40 degrés, par exemple, si c'est la température ambiante. En ce moment, on est plus proche des 40 degrés d'ailleurs. Mais ça pourrait être également une mesure de luminosité. Ça va être le cas d'ailleurs quand on va mettre en œuvre le robot mobile pour suivre la ligne, pour détecter la présence ou non de la ligne, ou si on est un peu à cheval dessus ou presque sorti de la ligne blanche, eh ben on va avoir une information qui va être une grandeur analogique qui va varier de 0 à 5 volts en fonction de la position du capteur par rapport à la ligne blanche que l'on veut suivre avec le robot. Donc, étant donné que le microcontrôleur ne travaille qu'avec des 0 et des 1, à l'intérieur, son calculateur ne fonctionne qu'avec des nombres qui sont constitués de 0 et de 1. Il va donc falloir réaliser une conversion entre le monde analogique et le monde numérique du microcontrôleur. Pour cela, on va utiliser un circuit spécialisé qui s'appelle un convertisseur analogique numérique, que j'ai représenté ici sous la forme d'une boîte. En entrée, on aura une tension qui sera comprise entre 0 et 5 volts, par exemple 2,3 volts, et en sortie, on aura plusieurs fils qui vont composer n bits sur lesquels seront stockées les données. Et donc ce code-là va correspondre, le code qui sera sur les n bits correspondra à la tension qu'il y a en entrée du convertisseur analogique numérique. Dans le cas de notre microcontrôleur, il y a des convertisseurs qui sont intégrés directement dans la puce. Voilà. Donc c'est évidemment ceux-là qu'on va utiliser, c'est beaucoup plus simple que de rajouter un circuit externe. Sur notre microcontrôleur, il y a une broche qui va s'appeler AN0. Ça sera le convertisseur analogique numérique numéro 0. À l'intérieur, on va retrouver ce circuit. Bon, pour l'utilisateur, ça sera transparent, nous on ne fera que l'utiliser, mais il existe et on fera la conversion de la tension analogique qu'il y a sur la broche AN0 et il nous la donnera l'équivalent de cette grandeur qui va de 0 à 5 volts, un chiffre, un nombre, qui sera codé en binaire sur 10 bits. Et donc le circuit est à l'intérieur du microcontrôleur. La plage de tension d'entrée qu'il est possible d'appliquer sur la broche AN0, sur l'entrée du convertisseur analogique numérique, c'est 0,5 volts. Je peux aller de 0 jusqu'à 5 volts. Le 0 sera codé par une dizaine, par les 10 bits à 0, et le 5 volts sera codé par les 10 bits à 1. Et entre les deux, on aura toutes les tensions possibles entre 0 et 5 volts. Enfin, pas toutes les tensions possibles, puisque entre 0 et 5 volts, on a une infinité de valeurs, et que sur 10 bits, on n'en a que 1024 possibilités. Donc, il va y avoir une erreur d'approximation. On en reparlera tout à l'heure. Le nombre de bits, c'est ce qu'on appelle la résolution d'un convertisseur. Dans le cas de notre microcontrôleur, c'est 10, c'est une résolution de 10 bits. Et ce qu'on appelle le quantum, en fait, c'est l'espace qu'il y a en tension entre deux nombres successifs, deux codes binaires successifs. Et alors, pour le calculer, ce quantum, il faut diviser la plage de tension d'entrée par le nombre de possibilités. Ici, ça sera 2 puissance 10. Alors, comme 2 puissance 10, ça fait à peu près 1000. 5 divisé par 1000, ça ferait à peu près 5 millivolts. Voilà. Donc on sait qu'entre 0 et 5 millivolts, ça va correspondre à un nombre. Entre 5 et 10, ça va correspondre à un autre nombre. Entre 10 et 15 millivolts, ça correspondra au troisième nombre, etc. Pour illustrer cette notion de conversion analogique numérique, j'ai représenté ici une caractéristique de transfert pour un convertisseur analogique numérique 3 bits, 8 volts. Voilà, c'est un exemple facile à réaliser parce que avec 3 bits, je n'ai que 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 possibilités, c'est-à-dire 8 marches d'escalier. Alors, ce qu'on voit bien ici, c'est que, en fait, à chaque marche d'escalier, comme ça, correspond un nombre binaire. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, j'ai de 0 à 7, j'ai 8 possibilités. Et on voit que toutes les marches d'escalier ici ont la même largeur. Cette largeur, c'est ce qui s'appelle le quantum. Comme j'ai une plage de 8 volts à représenter et 2 puissance 3 possibilités, c'est-à-dire 8, et ben mon quantum, il fait 1 volt. Et toutes les marches d'escalier ont une largeur, sauf éventuellement la première et la dernière, ont une largeur de 1 volt, ce qu'on appelle le quantum. Alors, comme le monde analogique, il y a ce qu'on disait une infinité de valeurs,
et que le monde numérique, j'ai un nombre fini de valeurs cette fois-ci, et ben je vais forcément faire une erreur. Et cette erreur, en fait, c'est ce qu'on voit entre la courbe rouge, ce qui est notre caractéristique idéale. On voudrait avoir en fait une caractéristique sous forme de droite, et comme on a un nombre fini de valeurs numériques, on a des marches d'escalier. Et ben l'erreur la plus grande finalement, c'est une demi-marche, donc 0,5 volts, c'est-à-dire la moitié du quantum. Ici, pour le 0, je vais avoir de 0 à 0,5 volts, c'est ce qui va être compté comme le nombre 0. De 0,5 à 1,5, ça sera compté comme le nombre 1, etc., etc. La courbe rouge, pour nous, ici, ça représente la caractéristique idéale, évidemment qu'on ne peut pas atteindre avec un convertisseur. Maintenant, si au lieu d'avoir 3 bits, j'en ai 10, ça veut dire que des marches d'escalier, j'en ai plus 8, j'en ai maintenant 2 puissance 10, c'est-à-dire 1024. Donc en fait, l'escalier, il va être très petit. Donc on ne pourra pas faire la différence, en tout cas sur ce graphique-là, on ne pourra pas faire la différence entre les marches d'escalier et la caractéristique idéale. Donc quand on augmente le nombre de bits, on se rapproche de la caractéristique idéale. Voilà. Donc ça c'est un exemple simple parce que je peux dessiner toutes les marches. Avec 1024, ça serait beaucoup plus long. Voilà. Sur notre microcontrôleur, il n'y a pas un seul convertisseur analogique numérique AN0. En fait, il y en a 13 de AN0 jusqu'à AN12. Et on pourrait éventuellement utiliser chacun de ces 13 convertisseurs analogiques numériques pour prendre des informations analogiques du monde extérieur et les traiter avec notre microcontrôleur. Pour faire ces lectures, en fait, il y a une certaine initialisation à faire qui est faite en début de programme pour configurer les entrées comme des convertisseurs analogiques numériques. Et une fois que c'est fait, il y a une simple fonction qui permet de faire la lecture de la grandeur analogique sur la borne AN0, AN1, AN2 du microcontrôleur. Et donc ça, on va l'utiliser comme une fonction. On va écrire ma variable égale ADCRead, lecture du convertisseur analogique numérique de telle branche. Voilà, ce sera aussi simple que ça. Deuxième partie de ce chapitre 2, les sorties PWM. Alors, on a vu dans le premier cours, dans le premier chapitre, les entrées et sorties tout ou rien. Dans la première partie du chapitre 2, on a vu les entrées analogiques, c'est-à-dire les entrées qui peuvent avoir une infinité de valeurs. Et on va voir maintenant comment générer en sortie des valeurs analogiques, c'est-à-dire des valeurs contrôlées sur une seule broche à une infinité de valeurs, ou en tout cas un très grand nombre de valeurs. Donc pour ça, on va utiliser un signal qui va se répéter dans le temps et qui sera composé uniquement de 2 niveaux. C'est ce qui est le plus facile à faire avec un microcontrôleur, du 0 ou du 5 volts. En tout cas, 0,5 volts pour le microcontrôleur qui nous concerne. On va générer en fait des impulsions de façon périodique. Une impulsion, une impulsion, une impulsion. Et on va garder la période de ces impulsions fixe dans le temps, c'est-à-dire qu'on va répéter le signal tout le temps avec la même période. C'est en fait la largeur de l'impulsion, donc la largeur ici, qui va varier. C'est-à-dire que ici, je pourrais mettre la largeur à 0, puis je la fais augmenter, 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 jusqu'ici, jusqu'à la valeur de la période. Donc la valeur de cette période, de cette largeur, va varier en fonction de ce que je veux coder. On va définir ce qui s'appelle le rapport cyclique. Le rapport cyclique, c'est 100% multiplié par le temps O, c'est-à-dire cette durée-là, et divisé par la période. Et ça va me donner un nombre en pourcentage qui peut varier de 0 si je suis complètement éteint à 100% si je suis tout le temps à 5 volts. Au niveau mathématique, la formule sera donc 100% multiplié par TH sur grand T, TH étant la durée de l'état. C'est le rapport cyclique, c'est ce rapport cyclique qui va coder l'information. Donc l'information, ça peut être la commande pour un moteur ou une information qui serait issue d'un capteur. Parce qu'en fait, la PWM, c'est principalement utilisé dans les sorties, mais dans certains cas, c'est utilisé aussi dans les entrées. Et on appelle ça une modulation de largeur d'impulsion en français, et donc ça se traduit en français par MLI, et en anglais, l'équivalent de MLI, c'est PWM. Donc après, c'est rentré dans le langage courant, on appelle ça des signaux PWM.
Mais quand on parle de signaux PWM, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des signaux, des signaux périodiques, c'est des impulsions dont la largeur est variable, et c'est cette variation de largeur qui va coder l'information utile. Les applications des PWM, c'est principalement le contrôle des moteurs. Donc, les moteurs à courant continu, ce qu'on va utiliser avec notre robot mobile, par l'intermédiaire entre le microcontrôleur, la PWM et le moteur, on va avoir un dispositif qui va faire la conversion d'énergie et qui s'appelle un hacheur. C'est aussi utilisé pour piloter des servomoteurs en position ou en vitesse. Comme je vous le disais, c'est également utilisé parfois en entrée parce que certains capteurs communiquent leur information avec des signaux de type PWM. L'avantage d'utiliser une sortie PWM plutôt qu'une sortie analogique, c'est que c'est très facile à contrôler et c'est relativement courant et c'est facile à fabriquer. Donc c'est relativement courant dans les microcontrôleurs, les sorties PWM. Le rendement, les rendements sont bons, c'est-à-dire quand on pilote un moteur par l'intermédiaire d'une PWM et d'un hacheur, on a un rendement qui est bien meilleur que si on était en analogique. Et enfin, il y a une bonne tolérance au bruit parce que comme le signal est composé de deux niveaux logiques, si on vient rajouter un petit peu de bruit sur ces deux niveaux logiques, on va garder quand même la forme du signal et le rapport cyclique, et donc on pourra avoir proprement l'information puisqu'elle est codée non pas par le niveau de tension, mais par la largeur de l'impulsion. Tout comme la lecture des grandeurs analogiques, il y aura deux phases au niveau informatique pour utiliser les sorties PWM. La première va consister à configurer les sorties PWM. Alors les configurer, ça va être choisir quelle sortie PWM est active et puis après choisir la période. C'est-à-dire on va fixer une fois pour toutes, en général, la période du signal PWM. Et après, régulièrement dans le temps, dans le programme, on va venir modifier, fixer et modifier éventuellement la valeur du rapport cyclique et donc la valeur du temps haut. Donc pour ça, on a deux fonctions. Une fonction qui permet de fixer le nombre de canaux utilisés, le nombre de sorties PWM utilisées et la période du signal. Et une deuxième fonction qui va nous permettre de fixer la valeur du rapport cyclique au fur et à mesure du programme.